Du coup, passons à notre deuxième joueur du jour, si tu veux bien, avec Trevor Ariza. Ariza, 10 saisons sur la décennie, il va être compliqué à classer, je pense, clairement. Donc 10 saisons, je disais, sur la décennie, pas mal de longévité, 12 points de moyenne et 33 minutes et demie par match en moyenne, c'est pas mal également. Oui. Et je disais pas mal de longévité, il est à 22 800 minutes au total, ce qui est tout simplement le 9e plus gros total de minutes de la décennie. Incroyable. Je pensais pas qu'il y en avait autant, ouais. Ouais, 681 matchs, c'est pas mal aussi. Malheureusement, pas de récompense individuelle. Là aussi, je suis désolé, un épisode pas fun pour toi. Il n'y a rien sur NBA Draft, il n'y a rien sur Draft Express pour lui. Par contre, j'ai un surnom loufoque de basketball référence, le Switchblade. Est-ce que tu l'as déjà entendu te rappeler The Switchblade? Non, jamais. J'ai jamais entendu ça. Donc, c'est bien un surnom de basketball référence. On est d'accord. J'ai jamais entendu ça. Donc, son parcours rapidement. Donc, au début de la décennie, il a 25 ans. Draft 2004, lui aussi. Pour rappel, il sortait de 2009 le titre avec les Lakers. Il a fait une saison 2010 à Houston, puisque Daryl Morey l'aimait bien. Petit indice pour plus tard. Mais donc, ça, cette année-là, au début de chez nous, 2011, il est aux Hornets, à la Nouvelle-Orléans. C'est encore les Hornets. Il a 35 minutes de jeu par match, titulaire, dans une équipe où Chris Paul revient de blessure, et qui d'ailleurs fait les playoffs avec Chris Paul, avec David West, et donc Trevor Ariza. Aussi Quincy Ponnexter, d'ailleurs, qui sort du banc, qui est dans cet effectif que j'adore. Moi aussi. Donc ils font les playoffs contre les Lakers de Kobe Bryant, ils tombent au premier tour. Donc voilà pour 2011. 2012, l'équipe est pas très bonne, mais lui, il est encore titulaire. Pas de souci, il y a plus Chris Paul notamment. C'est peut-être pour ça que l'équipe est pas très bonne. 35 minutes par match pour lui, mais pas de playoffs donc. Puis ensuite, il est échangé à Washington. Dans l'été, il est échangé. Il part avec Okafor, il est échangé contre Rashard Lewis et un tour de draft. Rashard Lewis qui avait déjà été un trade dump par Orlando juste avant ça. Mais bref, et donc lui, il fait 2013 à Washington. Il ne fait que 15 titularisations et 56 matchs. C'est l'année où il est vraiment blessé, un peu gêné. D'ailleurs, son temps de jeu, il tombe pas mal. Et cette année-là, je ne sais pas si tu te souviens toi, mais Martell Webster était un peu devant lui dans la rotation pendant que lui était blessé. Et puis 2014, donc je dis ça parce que c'est l'inverse. Martell Webster disparaît un peu et se blesse. Et lui revient au premier plan. Donc 35 minutes de jeu par match cette saison-là, dans l'équipe de Washington qui explose enfin les jeunes et qui fait enfin les playoffs. Et donc en playoff, ils battront Chicago au premier tour et ils embêteront quand même pas mal le premier de la conférence qui était Indiana, avec un Indiana qui commençait déjà à se casser la figure malheureusement. Donc voilà pour 2014. Ensuite, Free Agency, il signe à Houston. Et il signe à Houston pour remplacer Parsons, qui était parti à Dallas. Et donc lui, il vient un peu faire l'ailier pendant ce temps. Et donc saison 2015 avec Houston, 36 minutes par match, titulaire, gros temps de jeu. Indiscutable. Voilà, indiscutable. En playoff, ils vont en finale de conférence contre Golden State, souvenez-vous. Avec au premier tour, ils passent Dallas et au deuxième tour, ils passent les Clippers sur un petit miracle. 2016, 35 minutes de jeu par match, toujours pour lui, pas de souci, mais c'est l'équipe qui est un peu en train de s'effondrer. D'ailleurs, ils ont eu JB Bickerstaff comme coach pour dire à quel point la saison était mauvaise. Mais alors, ça fait quand même playoff Golden State au premier tour. Et puis 2017, donc, Houston de nouveau très bon. 35 minutes par match pour lui, et en playoff avec James Harden, qui est l'homme à tout faire, ça tombe contre San Antonio au deuxième tour, cette fois-ci avec le fameux bloc de Manu Ginobili. 2018, c'est la fameuse année, du coup, Houston est stratosphérique avec Chris Paul qui est arrivé, avec le Switch All, avec du Capella qui est très bon, etc., etc. Donc lui est encore titulaire indiscutable dans cette équipe, 34 minutes de jeu par match, et c'est pas mal. Et en playoff, inutile de le rappeler, finale de conférence contre les Warriors, bien sûr, malheureusement. Et puis, donc là, après toutes ces bonnes années en tant que role player très valuable, mais pas forcément beaucoup payé, là, il va prendre son chèque, il va à Phoenix. Et je crois que les fans de Phoenix s'en souviennent, c'était un peu un scandale quand même, son niveau de jeu à Phoenix. Du coup, il est même échangé en cours d'année. À Washington. À Washington, exactement. Il fait à peine 26 matchs à Phoenix. Il est échangé à Washington. Et puis, 2020, il commence à Sacramento et il finit dans la bulle à Portland. Mais on sent que voilà, on a compris qu'il était un peu cramé quand même. Je crois qu'il a tout donné en 2018 avec les Rockets sur le Switch All, et ensuite il n'y avait plus de jus dans le moteur. Bref, donc pour te lancer sur sa décennie, c'est vrai que ça n'a jamais été une star, ni même un créateur offensif de haut niveau, mais en fait ça a été pendant quasiment 10 ans le profil parfait dans toute équipe compétente. La théorie du profil parfait, je dirais, pour Ariza. La théorie du profil. Après, je trouve que Ariza, c'est avec Marvin Williams, c'est l'un des grands vainqueurs en fait de l'évolution du jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour moi, n'était pas assez bon
pour être seul titulaire au poste 3, mais le fait qu'il y ait en fait l'arrivée du switch de multiples ailiers, c'est quelqu'un qui pouvait, qui était plutôt vif, qui était assez rapide et qui avait quand même un peu de puissance pour contenir des personnes de 2 à 4. Mais du coup, ça a donné un petit peu plus de valeur à son rôle. Et en fait, ses années dépendaient de si le shoot tombait ou pas, quoi. C'est la valeur de ces années vraiment de tomber si le shoot tombait ou pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi remercier les contextes dans lesquels il est tombé, car quand on parle, Trevor Ariza, c'est quelqu'un qui dans la ligue a eu énormément de chance en termes de guard play. Il commence avec Chris Paul, ensuite il a John Wall en termes de guard play, vraiment dans de la création. Et je pense qu'il peut remercier ces gars-là parce que ces gars-là lui ont donné de l'argent. Hein. Enfin, ces gars-là ont fait qu'il ait pu signer de bons contrats. Enfin, par exemple, à Washington, il se relance un peu avec une grosse saison et malheureusement pour lui, tu vois, par exemple, même si il était bon dans son rôle, quand il quitte Washington, il est remplacé par Paul Pierce dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Et l'équipe de Washington, enfin, il manque pas à Washington, tu vois. Oui. Même s'il est bon à Houston, il manque pas à Washington. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup bénéficié en fait du niveau de guard play qu'il y avait autour de lui pour se contenter d'un rôle meilleur, mais qui n'a jamais évolué plus que le simple rôle qu'il avait, contrairement à des gars comme par exemple Batum qui a des moments, même si les saisons sont un peu moins valuable, qui a eu des moments où il a changé de rôle, où il avait un petit peu plus de rôle à la création, un petit peu de rôle au scoring, même des Gallinari qui avait un petit peu de rôle à la création, des rôles au scoring, alors que Trevor Ariza était vraiment à des années-lumière de ça. Tu as bien fait de me corriger parce que j'ai dit profil parfait, c'est vrai que j'ai peut-être exagéré sur la formulation. En tout cas, on va dire un profil valuable qui plairait à n'importe quelle équipe compétente. On peut peut-être mieux le formuler comme ça. Oui. C'est le Jeff Green, quoi. L'idée encore Jeff Green, pas tout le temps. Hein. En bien meilleur. Enfin, c'est Jeff Green en bien meilleur, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Le truc avec Ariza, moi, ce qui me gêne généralement quand j'entends certaines personnes parler d'Ariza, même aux États-Unis, c'est que, en fait, ils le mettent limite pas au même niveau, mais dans un groupe avec Wes Matthews et Danny Green. Et pour moi, ces gars-là sont bien supérieurs à ce qu'a pu être Ariza. Oui, tout à fait. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que tu fais bien de me reprendre parce qu'effectivement, on avait, on va dire, des bases très bonnes, mais jamais complètement élite, évidemment, sur le 3&D, alors que là où Batum, par exemple, sur la défense, a eu beaucoup plus d'impact, notamment off-ball. Sur le côté 3, du 3&D, Matthews, par exemple, le shoot était beaucoup mieux, plus dynamique et beaucoup plus de choses en attaque. Le shoot, d'ailleurs, de Danny Green, t'en parlais aussi, bien meilleur. Donc, c'est vrai que, peut-être tempérer un peu ma formulation du début, mais pour le défendre avant de le re-attaquer, on va dire que pour lui, il a de la longévité et tu dis, il a beaucoup profité des contextes où il était et des guard-play, comme tu dis, donc des créateurs à côté de lui. C'est vrai. Et en même temps, je me dis, peut-être qu'il a aussi été dans des contextes qui gagnaient tout le temps, aussi parce que les équipes qui gagnaient le voulaient aussi. Peut-être on peut aussi le voir comme ça, quoi. C'est pas quelqu'un qui va changer le destin de ton équipe, c'est pas un créateur, c'est pas quelqu'un qui va avoir un gros impact. Et en même temps, il était aussi recruté que par des bonnes équipes parce que quand tu sais que tu as déjà ta bonne équipe, quand tu sais que tu as déjà ta création, tu mets Ariza et tu avais de très bonnes bases, on va dire. Après, c'est vrai que pour te rejoindre, j'étais assez fan de sa polyvalence, on va dire. Oui. Dans le sens où c'était un peu un wing stopper qui pouvait aller sur des plus gros, éventuellement un peu sur des plus petits, mais je le trouvais un peu friable sur des meneurs explosifs, par exemple. Ouais, sur la navigation des écrans, pour suivre. C'est pas quelqu'un qui se faisait très petit en fait sur la navigation des écrans et qui préférait peut-être prendre le raccourci de passer en dessous, mais quitte à se faire punir par la vitesse s'il a pas le temps. Après, c'est quelqu'un qui faisait aussi pas mal qui gênait quand il était dépassé, c'est-à-dire qu'il abandonnait pas sur l'action quand il était dépassé, il se rendait utile autrement en fait sur la possession, quoi. Oui, et puis il y a un autre côté que donc la polyvalence que j'aime beaucoup dans son profil défensif. Même si elle n'est pas parfaite, elle est juste bonne ou très bonne, mais elle n'est pas parfaite. Mais l'autre côté, c'est le côté aussi wing stopper, on va dire, où la polyvalence a servi à Houston ensuite avec le switch, comme tu disais. Le côté wing stopper a beaucoup servi dans peut-être la première moitié des années 2010, où il y avait moins de match-up qui se mélangeaient, et du coup, c'était important d'avoir ton ailier qui va défendre les ailiers stars, comme on disait à l'époque, Tony Allen, etc. Michael Gilchrist, puisqu'on parlait de Charlotte. Mais non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Et donc lui avait cette valeur-là de wing stopper, avec là encore, je lui mettrais plutôt, on va dire, un 7 sur 10 qu'un 9 sur 10, comme des MKG ou comme des Tony Allen qui a 10 sur 10 peut-être, je sais pas, mais bref, je le mettrais quand même un peu en dessous.
Et peut-être le regret que j'ai aussi sur le côté défensif, c'est que je le trouvais très bon sur l'homme, mais jamais un impact de fou en termes d'impact sans ballon, on va dire. Oui, Par oui, je exemple, vois, tu commences un peu à le dire, mais il était à des années-lumière de ce que pouvait faire Batum, hein, notamment, clairement. ou d'autres ailiers comme ça, un peu 3&D, Gerald Wallace, n'en parlons pas. Oui, alors Lui, c'était un monstre, on va se faire une vidéo un jour, hein. monstrueux, ouais. Monstrueux. Mais oui, tu vois, il avait la polyvalence sur le ballon, de switcher sur des plus gros et tout ça, mais il n'avait pas la polyvalence off-ball, Oui, oui, je comprends, oui. des fonctions d'un intérieur, on va dire. De faire de la rim protection, de faire des aides, de faire des rebonds au niveau box-out et tout ça. Je le trouvais moins bon, mais quand même, valeur structurelle, je l'ai souligné sur ma feuille parce que pas élite en défense, mais il te permettait d'être décalé au poste 4, on va dire, et Oui. notamment sur les années à Houston, il y avait cette valeur que c'est pas tant la défense qui va être intéressante, c'est le fait que c'est un défenseur potable qui va te faire du spacing de l'autre côté, quoi. C'est ça aussi qui Mhm. était assez intéressant, quoi. Mhm. Même si, tu vois, pour moi, à Houston, quelqu'un comme Eric Gordon avait plus de valeur que lui, je trouve. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Là, plus de valeur. Et limite, tu vois, à Houston, ce serait peut-être le quatrième, ce serait quoi, le cinquième joueur du bon Houston, en fonction de comment tu vois Ouais. Capella, tu vois, si tu vois, parce que Tucker était très intéressant. Je pense que tu vois, je mets les 3 années de Tucker, je les mets au-dessus de Ariza, par Oui, exemple. pareil. Parce que ce que Tucker débloque, c'est pas la même chose qu'Ariza, tu Oui. vois. Oui, tout à fait. Et en plus, alors, aussi, alors les stats un peu de Basketball Index, le fameux LeBron, hein, la stat all-in-one qui s'appelle LeBron, LeBron, c'est un acronyme. Bah pareil, hein, ça recoupe un peu avec ce qu'on dit, hein. Je sais pas si tu étais allé voir, mais ils disent bon, en défense, finalement, l'impact était bof, quoi. Et on était Mhm. loin du pic des Danny Green ou des Wes Matthews, ça on est d'accord. Et puis aussi pour aller sur ce côté-là de la comparaison avec PJ Tucker, moi je trouve que Tucker avait plus d'impact en défense. Et ce qu'on a un peu reproché à PJ Tucker avec Antoine, et j'étais assez d'accord, c'est le côté en attaque, c'était qu'un shooter un peu stationnaire, on va dire. Et finalement, Ariza, c'était un peu la même chose, hein. Peut-être un peu plus secrètement, parce Oui. qu'il était moins maladroit peut-être sur certaines séquences que PJ Tucker, mais c'est vrai qu'en dehors du shoot à 3 points, qui était en plus bon, mais pas fantastique, quoi, il était à 37% à 3 points, mais c'est pas du shoot en mouvement, c'était que des catch and shoot. Et au-delà de ça, voilà, bon pourcentage à 3 points, mais pourtant, tu regardes l'efficacité globale, elle est à peine au niveau de la moyenne, quoi, voire Mhm. même en dessous, ce qui est un peu dommage, quoi. Et là-dessus, c'est vrai que c'était juste un shooter stationnaire euh, qui avait pas cette capacité, bah, si tu faisais un close-out, d'attaquer sur du dribble ou ce genre de choses. Ce que pouvait faire, par exemple, Batum, ce que pouvait faire Wes Matthews, ce que pouvait faire, alors Danny Green, pas forcément beaucoup, mais d'autres 3&D, je te rejoins aussi, Eric Gordon, bien sûr. Mais oui, effectivement, il va pas, je pense qu'il va être, parmi les joueurs de Houston, il va être peut-être un des plus mal classés, mais quand même, je trouve que il y a de la valeur sur la longévité, Oui. et donc c'est plutôt pas mal, quoi. Oui. Et ben, clairement, hein. Parce que, comme tu dis, il commence à la décennie au, au, au New Orleans, Hornets, aux Hornets, quoi. Enfin, il ouais. commence la décennie là, et puis il a une décennie vraiment complète, quoi, dans des structures compétitives où il joue les playoffs. Il joue les playoffs assez régulièrement. Donc, non, c'est vrai que, Et tu vois, tu disais il est parti, Pierce l'a remplacé, on n'a pas vu la différence. C'est vrai. En même temps, Chandler Parsons est parti de Houston, on pensait que c'était une catastrophe. oui, Lui, il est arrivé, il l'a remplacé de suite, et c'était pas mal quand c'est même. vrai, c'est vrai aussi. C'était pas exactement la même chose, mais finalement, c'était pas mal. Et puis, alors, minutage en playoff, 2500 minutes, c'est quand même pas mal. C'est le 28e total de la décennie. Donc ça compte aussi pas mal. Ça peut être un petit argument, je ne C'est sais ça. pas. Après, il finit tu vois, après, il finit la décennie un peu en allant chercher de l'argent chez des mauvaises équipes pour se faire transférer chez des bonnes équipes à la trade deadline, tu vois. C'était, un peu comme George Hill, un peu comme la fin de George Exactement, ouais. Hill. J'allais le dire, ouais. C'est ça, un peu comme la fin de George Hill où, allez, signez-moi, je vais faire, soi-disant, le vétéran. Et une fois qu'il y a une fenêtre à la trade deadline, il se fait transférer dans une équipe qui a des aspirations, quoi. C'est un classique, hein. Rondo a fait ça aussi. Il a signé à Atlanta et puis ensuite échangé aux Clippers en 2021. Je crois que Marcus Morris aussi, non, a fait ça avant d'aller aux Clippers. Il avait signé Ouais, à il avait New signé à New York. York. Il avait signé à New York. Il avait refusé un contrat à San Antonio pour signer plus cher à New York pour 1 an et il se fait transférer aux Clippers. D'ailleurs, on va pas se mentir, Jeremy Grant. Bon, bref, c'est pas le débat. Euh, donc, au niveau du classement, qu'est-ce que tu avais imaginé? Ben, tu vois, en discutant avec toi, enfin, moi, Ouais, je l'avais mis, tu vois, un petit peu dans la zone, tu vois, je l'avais mis en dessous d'Harrison Barnes. ouais. J'avais mis en dessous d'Harrison Barnes et je me dis, la longévité compte quand même, donc j'aurais plus tendance à le mettre, tu vois, juste au niveau de Rudy Gay, quoi.
Oui, c'est exactement là que je l'avais, effectivement. Parce que Harrison Barnes, on l'a dit, hein, mais moi je compte pas trop ces saisons à Dallas où il fait du scoring, mais finalement il apporte pas tant de valeur que ça parce qu'il score moins efficacement que la moyenne et la défense commence un peu à glisser, donc il y a pas tant que ça en somme totale, on va dire. Et je savais pas si je le mettais au-dessus ou en dessous du groupe qu'on a fait avec Antoine, là, un peu les scoreurs, Rudy Gay, Monta Ellis. Je sais pas si on le mettait au-dessus ou en dessous. Mais j'avais visé à peu près par là aussi. Donc entre Roy Hibbert et Rudy Gay, moi je l'avais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même la longévité, comme tu dis, il y a quand même la longévité, le fait qu'ils soient dans des équipes qui sont de playoff, que des équipes cherchent à le récupérer, de bonnes équipes cherchent à le récupérer. Ça, c'était pas le cas de, par exemple, les Rudy Gay, Monta Ellis et consorts. Les bonnes équipes ne cherchaient pas à le récupérer, bien au contraire, cherchaient à s'en débarrasser. Donc, oui, il y a quand même de la valeur, surtout à un profil où, au final, il y avait très peu de bons joueurs à ce profil-là, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, est-ce que, en même temps, tu vois, donc ça, on va le mettre par là autour de la 38e place, non pas 38, de 40e place, pardon. Oui. Est-ce que Wes Matthews, qui est 24, je suis d'accord que c'est bien c'est en dessous. Est-ce que ça mérite d'être à ce point en dessous? Peut-être qu'il faudra peut-être baisser le groupe Wes Matthews, Batum, Gallinari, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Après, ça dépend des gens intercalés, mais tu vois, pour moi, il y a quand même un monde d'écart. Parce que, par exemple, tu vois, enfin, Ariza, il passe jamais au-dessus des 20% d'usage, quoi. Enfin, Oui, et puis des efficacités nulles, quoi. tu Oui. vois, tu vois, les autres gars, on les a vus dans des rôles où ils avaient plus Oui, offensivement. t'as raison. Ariza, Oui. il n'a jamais, il a jamais eu de jus vraiment offensivement, quoi. Alors, est-ce que c'est la notion de contexte parce qu'il y avait déjà des playmakers, metteurs de table et du coup, c'était mieux pour lui et il avait qu'à finir, ou est-ce que il avait des capacités supplémentaires pour faire des choses balle en main, mais que le contexte et le rôle que l'équipe voulait lui donner ne lui a pas permis de montrer ça. Ouais. Non, mais effectivement, ça s'entend. D'ailleurs, je l'avais mis là moi-même, donc, donc ok, mettons-le là. À peu près 40e, en sachant qu'en dessous, au-dessus, il y a Roy Hibbert, qui n'a que quelques saisons, mais dans un rôle très important de protecteur de panier, donc plus valuable. Mhm. Et en dessous, Rudy Gay, Monta Ellis, etc. Ok. Du coup, petit quiz pour terminer, si tu veux bien. Alors, c'est un quiz tout nouveau, que je n'ai jamais fait encore. C'est un qui joue cette série. Tu vas me devoir Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont joué la série, la fameuse série, une des meilleures de la décennie, le Rockets Warriors de 2018? Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de tête de cette série? Alors, quelques joueurs, bon, ben, Ariza, Chris Paul, Ouais, côté Rockets, Ariza, Chris Paul, James Harden, ouais, PJ Tucker, ouais, facile. Eric Gordon, enfin le Oui, classique, Capella. Capella, ouais. Est-ce qu'il y avait pas toujours... Non, Mba Mouté, il était déjà parti. Mba Amouté est là, effectivement. Je crois qu'il Ça était faisait longtemps que encore j'avais là. pas fait Mba Amouté dans un quiz, donc je me suis dit on va le refaire. Mba Amouté, ça marche. Mba Mouté, je crois que Néné était là avec les histoires de son contrat là. Tout à fait, il était là, tout à fait. Et pour Houston, je crois que c'est tout ce que je pourrais te dire, je pense. Poste 4 shooter qui était encore par là. Ryan Anderson, il n'était pas encore à Ryan Phoenix? Anderson, non, il se ferait échanger quelques mois plus tard contre Ok. D'Anthony Melton. Enfin, Ah, avec D'Anthony Melton, pardon, oui, ouais. vers Phoenix. On a aussi un arrière ultra explosif qui a commencé à Boston, oui, ensuite qui a fait Minnesota, qui a fait. Mais vraiment ultra explosif. Hein. Ultra explosif. Terrence Williams, il est plus NBA. Non, qui a un doigt en moins. Ah, Gerald Green. Gerald Green est dans cette équipe, effectivement. L'homme auteur du meilleur alley-oop de l'histoire. Oui, voilà. Et puis, on a aussi un scoreur d'isolation star des années 2000 et 2010. Il a été sur la fin de carrière. Joe Johnson, il était déjà Rockets. Exactement, il était là. Ok, Joe Johnson était là. Oui, il était déjà Rockets, ouais. Et après, je t'épargne Tariq Black Ah oui, Tariq Black et Decker. et Aaron Jackson. Je n'ai jamais Je le entendu connais parler pas. de Aaron Jackson. Et pourtant, je suivais beaucoup la NBA hein, déjà à l'époque, hein, il y a 4 ans. Toi aussi. Est-ce que Ouais. tu avais déjà entendu parler de lui? Non. Il a joué plus de matchs de play-off, du coup, que de saison régulière dans cette équipe. C'est un peu bizarre. Hein. Mais bon. Enfin, sur cette série, c'est quand même une série assez impressionnante. Et de l'autre côté, je ne fais pas deviner, hein, du côté des Warriors, on les connaît, hein, des Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant, etc.
Il y avait quelques noms intéressants quand même. On avait du Nick Young. Oui, Nick Young qui danse à la fin des finales. Il est sur le terrain à la fin. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Ouais, il est sur le terrain à la fin des finales et il fait un petit pas de danse, Nick Young. C'était aussi la série de Jordan Bell, un peu, cette série-là. Oui. À l'époque, on se disait, ça allait être pas mal, et finalement, non. Finalement, non. Mais je me demande, est-ce qu'il y a pas déjà Chris Boucher là-bas? Aux Warriors, non. Pas aux Warriors, par contre, on a Pat McCaw. Ah, Pat McCaw, oui. Ah, oui, Pat McCaw. qui est sur Le cette série triple champion. Triple champion, effectivement. Il a fait mieux que Norris Cole.